Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Je suis avec Joseph Facal. Joseph, je sais que tu veux me parler du Parti libéral du Québec qui se targue d'être le parti de la rigueur, le parti responsable. Mais avant, je veux revenir sur ta chronique. Ce qui ne va pas dans la formation des profs, première partie. Tu vas revenir avec une autre chronique là-dessus parce que comme toi, Joseph, j'ai adoré la lettre ouverte que le Journal de Montréal, le Journal de Québec a publiée de Pascal Bourgeois, qui est une chargée de cours à l'UQAM en plus. Chargée de cours à l'UQAM, je l'ai reçu ici à l'émission à Cube. Pascal Bourgeois qui disait « Notre système d'éducation crée des générations de cancre. Les jeunes s'attendent à avoir des très bonnes notes, même s'ils sont médiocres, même s'ils ne connaissent pas. Il faut faire passer tout le monde, etc. » Et là, tu dis aujourd'hui dans ta chronique, effectivement, on l'a remarqué, le milieu de l'éducation s'est ligué contre elle. En disant c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens, etc. Effectivement, c'est un cas classique de tirer sur le messager, la messagère, ou de dire que le chien a la rage. Enfin, il y a toutes sortes de clichés littéraires là pour désigner le fait que quand quelqu'un dit quelque chose qu'on ne veut pas entendre, c'est la personne qui a tort. En fait, d'abord, je salue le courage de Madame Bourgeois parce que dans le monde universitaire, quand on est, comme je l'étais jusqu'à récemment, un prof titulaire, tu peux te faire plaisir et dire ces choses-là. Quand tu es un chargé de cours, donc quelqu'un à statut précaire... À l'UQAM, en plus. À l'UQAM, il y a effectivement un danger. Ce qu'elle dit, pour un certain nombre de gens du milieu de l'éducation, ce sont presque des évidences, n'est-ce pas? Beaucoup de pédagogues réputés, Normand Baillargeon, Christian Bonin, Steve Bissonnette, disent en substance, on a un problème dans la formation des maîtres, problème qui tient d'une part à leur faible niveau en arrivant, cote R peu élevée, etc. Évidemment, à cet égard, ils sont largement les produits du système qu'ils ont eux-mêmes connu, mais il y a aussi un autre problème qui est la façon dont on les forme. Et là, il y a un débat, disons, doctrinal entre les tenants d'une conception un peu plus traditionnelle du métier, c'est-à-dire que l'enseignant est un maître, lui, il sait, l'enfant ne sait pas, donc il y a inévitablement un rapport d'autorité qui n'a pas à être un abus de pouvoir pour autant, versus la nouvelle conception où, évidemment, l'enfant construit sa connaissance et le prof est un accompagnateur, un ami, un moniteur de camp de vacances, etc. Et ça, c'est ce que je vais aborder dans les deuxième et troisième parties de ma chronique. Mais évidemment, elle a donné un coup de pied dans la ruche. Les abeilles sont fâchées. Et ce qui est absolument frappant, Richard, c'est que, comme je le dis, on se demande s'il y a quelqu'un qui n'a pas signé. Autrement dit, ce sont des départements en bloc qui se liguent contre une personne, et l'interprétation que je fais de ça, c'est qu'elle a évidemment mis le doigt sur un gros bobo. Effectivement, parce qu'ils n'ont pas répondu avec des faits, des données probantes et des arguments. Ils ont répondu avec des insultes. Elle fait preuve de mépris. Elle est réactionnaire, etc. Elle est bien méchante. Nous, on aime les enfants. C'est pas ça la question. Là, tout le monde aime les enfants. Là. La question, c'est que tu as un job à faire. Et la question, c'est comment parvenir à faire la meilleure job possible. Et là, véritablement, c'est drôle, hein? C'est drôle, Richard. Tu te rappelles, il y a des gens qui se demandaient, coudonc, est-ce vraiment nécessaire au Québec de voter une loi sur la liberté académique, de réaffirmer que dans le monde universitaire, on a le droit de pas penser comme la gang? Ben oui, il y a un réel problème de liberté d'expression dans nos universités, et ce cas-là est
le dernier en liste. Il va falloir d'ailleurs combien de cas isolés pour finir par comprendre qu'on a un réel problème dans le monde universitaire quand on dit ce qu'on pense, puis que ça ne correspond pas à l'évangile de la majorité. Mais là, Mme Bourgeois, pauvre elle, malheureusement, elle est dans la chenoute. Parce que pourquoi? Ben, elle a toi et moi comme amis. Parce que moi, j'ai écrit aussi sur elle en disant hey, j'adorais son texte. Et là, toi aussi, tu dis ça fait 2 fois que tu écris sur elle. Fait que là, ils vont dire regarde le genre d'amis que tu as maintenant, que tu attires, les Facal, les Martineau de ce monde, ça preuve que tu es dans le champ. Ben, écoute, c'est drôle que tu dis ça parce que depuis quelques jours, je reçois un certain nombre de courriels de gens dans le milieu qui me disent « Utilisez pas mon nom, mais elle a raison! » Autrement dit, il y a bien du monde qui pense comme elle, mais il y a une espèce de chape de plomb qui pèse et effectivement, j'ose espérer qu'elle ne paiera pas un prix professionnel pour avoir dit ce qui devait être dit. Elle a bien fait. Ben écoute, avec la plume qu'elle a, elle pourrait devenir chroniqueuse professionnelle, tiens, si jamais elle ne peut plus être prof. Alors Power, le Parti libéral du Québec, s'est présenté comme le parti de la rigueur, de la responsabilité. Puis si la CAQ a pu donner tant de cadeaux, c'est parce qu'on leur a laissé justement une très grande marge de manœuvre, 8 milliards de dollars dans les coffres. Donc, saluons M. Couillard. Qu'est-ce que tu en penses? Okay. Alors, je vais me résumer en 3 points. D'abord, hier, le président du Parti libéral, Raphaël Ferraro, dans nos pages, répondait à nos collègues José Legault et Emmanuel Latraverse, qui justement critiquaient ce retour de l'austérité rebaptisée rigueur. Richard, enfonçons une porte ouverte ici, là. Il n'y a personne qui dit que avoir des finances publiques complètement délabrées, c'est une bonne chose. Évidemment qu'il faut essayer d'équilibrer les comptes. Tout est dans le rythme et dans les méthodes. Premier point, donc, M. Ferraro dit « On va faire ça en épargnant la santé puis l'éducation. » Comme je te l'ai dit l'autre jour, à partir du moment où la santé, l'éducation et les intérêts sur la dette qui sont incompressibles, ces 3 postes-là représentent les 2/3 des dépenses du gouvernement. Faisons croire à personne, c'est pas sérieux de dire qu'on pourra revenir à l'équilibre budgétaire sans toucher à ces missions-là. Premier point. Deuxième point. Il faut citer nos sources, Richard. Dans Le Devoir d'aujourd'hui, il y a une très intéressante chronique de Michel David qui attire mon attention sur un document que je ne connaissais pas puis que j'ai été chercher. Alors, je t'explique. En novembre 2002, l'Institut économique de Montréal, donc pas particulièrement les chercheurs associés à QS, vraiment le monde de la droite économique. Donc, en novembre 2022, un très réputé jeune chercheur qui s'appelle Vincent Geloso a examiné... Que je viens d'avoir à l'émission, là, que je viens de discuter avec. Voilà. Les performances budgétaires des 14 premiers ministres qui se sont succédés au Québec depuis 1944. Alors évidemment, par 14, il tient compte du fait que Bourassa a eu un mandat, a été battu et est revenu. Donc, et il utilise 2 critères. Pourcentage des dépenses publiques par produit intérieur brut. Autrement dit, est-ce que l'État garde à peu près un tour de taille proportionné à la tarte de l'ensemble économique et pourcentage des dépenses publiques par habitant. Et là, figure-toi donc, qui arrive au premier rang en termes de rigueur budgétaire, peux-tu croire? Jacques Parizeau. Évidemment, Vincent qui est très rigoureux, dit calmons-nous, là, tu sais, M. Parizeau a été au pouvoir juste pendant 1 an. Mais je trouve quand même ironique que ce soit M. Parizeau qui est le rang numéro 1 en termes de rigueur budgétaire pendant l'année qui a précédé le référendum. Bon, cela dit, faisons plaisir à nos amis libéraux. Philippe Couillard arrive au 2e rang, médaille d'argent de la rigueur. Si ça peut leur faire plaisir, correct. Mais, mon 3e point, et ça, c'est vraiment très intéressant. Écoute bien ça. Si tu lis attentivement
la lettre donc du président du Parti libéral, il dit « Nous là, on n'est pas des antinationalistes, on est pour le nationalisme inclusif. » Très bien. Et là, il lâche une phrase fascinante, et je la cite pour être sûr de ne pas me tromper. Le président du Parti libéral écrit « Est québécois celui ou celle qui a choisi de faire sa vie au Québec. » Fin des guillemets. C'est tout. Autrement dit, pour lui, est québécois quiconque a un code postal au Québec. Richard, imaginons un anglophone du West Island ou un allophone totalement anglicisé. Et cette personne-là, un adulte, avec toute sa tête, dit ouvertement « I am not a Quebecer. I am a Canadian only. » Si je comprends bien, M. Ferraro est en train de fabriquer des Québécois malgré eux. C'est-à-dire qu'il nous dit est québécois n'importe qui a choisi de faire sa vie au Québec. Et là, tu aurais quelqu'un qui, en toute connaissance de cause, nie l'existence même d'un peuple distinct ou d'une nation québécoise comme telle. Et j'ai ici à portée de la main un fameux petit livre de notre plus grand penseur, Fernand Dumont, qui, dans Raison commune, pose cette question-là. Il dit « C'est bien beau l'inclusion, mais on peut-tu décréter que est québécois quelqu'un qui va jusqu'à nier l'existence même d'une collectivité québécoise. » OK, mais par exemple, OK, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion. Je n'ai pas le Canada à cœur, mais je suis Canadien. J'habite au Canada. J'ai un passeport canadien et je paie mes impôts au gouvernement fédéral. Donc, à mon corps défendant, je suis Canadien. Et voilà, et je veux être traité comme un Canadien. Absolument. Mais tu as un passeport canadien, tu obéis aux lois canadiennes, tu es d'une certaine façon un Canadien malgré toi. Mais je me fous du Canada totalement. Voilà, je m'en fous. Oui, mais le Canada existe comme pays. Tandis que dans le cas du Québec, il y a une ambiguïté fondamentale sur la nature de ce peuple, la nature de cette nation. Dans le cas du Canada, on peut très bien dire le peuple canadien sont tous les porteurs de la citoyenneté canadienne. Mais c'est parce que ça n'existe pas, Richard, la citoyenneté québécoise. La notion est beaucoup plus floue. Tu mets qui dans le peuple? OK, mais je te pose deux questions. Attends un petit peu. Et là, Fernand Dumont disait, c'est bien beau être inclusif, mais au bout du compte, c'est quoi? C'est juste un tour de passe-passe linguistique. Et lui disait, par la magie du vocabulaire, on décrète que tout le monde est québécois. Autrement dit, là où je veux en venir, Richard, c'est qu'à mon sens, t'as beau avoir le nationalisme le plus inclusif et tout, il faut que fondamentalement, pour être québécois, peu importe d'où tu viens, pour être québécois, il faut une certaine sympathie, une certaine solidarité, une certaine adhésion à une communauté de destin, une espèce d'adhésion à un pacte qui n'est écrit nulle part, qui est de montrer une certaine bienveillance envers une communauté qui ne l'a pas toujours eu facile. Question qui ne se pose pas dans le cas du Canada. C'est un pays du G7, puis il n'est pas en danger. C'est très intéressant ce que tu dis. Je vais te poser deux questions. Vas-y. Une question à double volet. Est-ce que tu considères que Leonard Cohen et Mordecai Richler, qui ont passé presque toute leur vie ici, sont des artistes québécois? Est-ce que Leonard Cohen est un chanteur québécois? Il a toujours parlé de Montréal, il a toujours écrit sur Montréal, même lorsqu'il vivait à Los Angeles. Et Mordecai Richler, qui on sait, aimait pas beaucoup les francophones, a vécu toute sa vie, sa rue Saint-Urbain, presque toute sa vie. Est-ce que ce sont des artistes québécois? Absolument. Pour moi, être un Québécois ne veut pas dire
être un souverainiste. Je pense que Leonard Cohen acceptait son statut d'anglophone dans un Québec majoritairement francophone. Je crois qu'il a toujours fait preuve d'une certaine bienveillance envers la communauté. On lui doit d'ailleurs une très belle interprétation de Un Canadien errant, la grande chanson de Gérin Lajoie que je mets en exergue dans mon petit livre. Dans le cas de Mordecai Richler, c'est un peu plus pénible parce que lui, il a dit des choses épouvantables. Mais en même temps, il s'inscrivait dans le débat du eux versus nous en disant ils sont là, ils me fatiguent, je les haïs, mais au moins il reconnaissait, si tu veux, l'existence de l'autre. À partir du moment où quelqu'un est vraiment un anglo du West Island, carrément partitionniste, qui nous ravale simplement au rang de minorité ethnique dont il ne se soucie pas de l'avenir, on peut-tu en faire un Québécois simplement parce qu'il a un code postal? Non, il me semble qu'il faut quelque chose de plus. Il y a certains quartiers à Montréal, je suis convaincu, si tu arrives avec des grosses photos de Guy Lepage et de Véronique Cloutier et de Julie Snyder, puis tout ça, puis tu leur montres ça en disant « C'est qui ça? » Je suis convaincu qu'ils diraient « Je le sais pas. » Est-ce que tu te rappelles de la tristement drôle entrevue, Vox Pop de Guy Nantel, où il se pointe devant le collège Dawson et commence à leur poser des questions? Bon, genre, soyons de bon compte, à la limite, qu'un kid de 18-19 ans sache pas faire la différence entre sa tête et ses fesses en termes de culture québécoise. Bon, OK, d'accord. Mais à un moment donné, il interviewe la bibliothécaire de Dawson. La bibliothécaire de Dawson. Ben et oui. il lui demande qui est l'auteur des Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Qui est l'auteur de Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay? Il donne la réponse dans la question. Mais une fois que tu dis le bon, tu constates, cette personne-là n'a pas l'air d'être intéressée par notre culture, tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment dire elle n'est pas québécoise? Puis qu'est-ce que ça implique, ça, de dire c'est pas une québécoise, cette personne-là? Ça implique quoi? Richard, la question de savoir qui est un Québécois est extrêmement complexe. Comment définir être Québécois? Je prétends pas que le débat est clos. Je te dis juste que c'est une question beaucoup plus complexe que simplement dire est un Québécois quiconque a un code postal au Québec. Parce que chez certaines de ces personnes, il y a un rejet complet, total, massif, irréductible de la notion même de Québécois. Donc, on en ferait des Québécois malgré eux? C'est beaucoup plus complexe que ça. Merci beaucoup, Joseph. Merci. On se parle de cinéma demain. Salut. Bonne